Nous allons maintenant changer de sujet et nous tourner vers un nouveau documentaire sur la princesse Diana, dans lequel nous entendons sa sœur aînée et les questions qu'elle se pose encore sur la nuit de la mort de Diana, il y a 20 ans. Adrien Banker est ici avec cette histoire. Bonjour Adrien, bonjour à vous aussi Georges. Il est rare que nous entendions la sœur de Diana, mais elle et d'autres membres de la famille commémorent sa mort, parlant ouvertement de leur chagrin. Pendant plus de 2 décennies, la vérité derrière la mort tragique de la princesse Diana a été enfouie sous le silence royal et des dossiers scellés. Mais maintenant, tout a changé. Dans un effondrement choquant en fin de soirée, la reine Camilla a finalement murmuré les mots que personne ne s'attendait à s'entendre. Il a fait en sorte que cela arrive. De qui parlait-elle? Et que sait-elle que le monde n'était pas censé découvrir? Des avertissements manuscrits de Diana aux dénonciateurs explosifs du MI6 et à une monarchie désespérée de protéger son image. Voici la révélation qui pourrait ébranler la couronne jusqu'à son cœur. La vérité n'est plus cachée. La confession derrière les murs du palais. C'était une nuit paisible à Clarence House, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Au début de 2024, un haut fonctionnaire a révélé que la reine Camilla avait subi ce qu'ils ont décrit comme une dépression émotionnelle complète. Il était tard, bien après minuit, lorsque Camilla aurait murmuré quelque chose qui a glacé la pièce. Il a fait en sorte que cela arrive. Je ne pouvais pas l'arrêter. Selon une infirmière privée de service cette nuit-là, Camilla tremblait, était désorientée et submergée par quelque chose qui avait refait surface. Elle venait de terminer de regarder un nouveau documentaire sur les dernières années de Diana. Le personnel dit qu'elle était calme au début, jusqu'à ce que des images de la scène de l'accident apparaissent à l'écran. C'est alors que quelque chose en elle a craqué. L'infirmière, qui a plus tard partagé son expérience anonymement, a affirmé que les mots n'étaient ni mis en scène ni calculés. Ils ont jailli dans un moment d'effondrement brut. Elle ne parlait à personne en particulier. La source a dit qu'elle parlait au passé. En quelques heures, les couloirs du palais bourdonnaient d'une panique silencieuse. La sécurité royale a reçu pour instruction de limiter les communications internes. L'expression « contrôle des dommages » aurait été utilisée par un haut fonctionnaire. Il n'existe aucun enregistrement, aucun rapport officiel n'a été déposé. Mais quelque chose s'est passé cette nuit-là. Quelque chose d'assez grave pour déclencher un examen interne confidentiel. Et pour ceux qui étaient présents, c'était la première fois qu'ils croyaient que Camilla en savait plus qu'elle ne l'avait jamais laissé entendre. Mais la vraie question est, que voulait-elle dire exactement? Et qui était ce « il » ? La lettre manuscrite de Diana qui avertissait de tout. Bien avant cette nuit à Paris, la princesse Diana avait déjà couché ses craintes sur papier. En 1996, quelques mois seulement avant sa mort tragique, elle a remis une lettre scellée à son majordome, Hall Burrell. Une lettre qui allait hanter la monarchie pendant des décennies. Dans cette lettre, elle écrivait de manière glaçante. « Mon mari prévoit un accident dans ma voiture, défaillance des freins et grave blessure à la tête. » Ces mots étaient calmes mais exacts et terriblement proches de la réalité qui allait se dérouler quelques mois plus tard. La lettre n'a été découverte publiquement qu'en 2003, lorsque Burrell l'a révélée lors d'une enquête. Des experts en écriture l'ont authentifiée. On ne pouvait nier que Diana l'avait écrite et qu'elle pensait chaque mot. Et pourtant, aucune mesure officielle n'a jamais été prise. Les amis proches de Diana ont confirmé qu'elle parlait souvent de menaces contre sa vie. Elle avait peur, non pas de la presse, mais de ceux qui étaient à l'intérieur du système. Ils ont besoin que je disparaisse. Ils ont besoin de place pour elle, aurait-elle dit à une confidente, une déclaration que beaucoup croyaient pointer directement sur Camilla. Pourtant, même avec cet avertissement en main, l'establishment royal a rejeté ces affirmations comme de la paranoïa. Mais avec le recul, cette lettre ressemble moins à un cri à l'aide qu'à un dernier message laissé à l'histoire à découvrir. Et alors que de plus en plus de voix commencent à s'élever, la lettre de Diana ressemble à la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. La nuit fatale, des questions qui hantent encore Paris.
Le monde se souvient de la date, le 31 août 1997. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur de ce tunnel parisien ne semble toujours pas correct. Trop de détails ne collent pas. Et même aujourd'hui, les questions restent sans réponse. Cette nuit-là, Diana et Dodi Al-Fayed ont quitté l'hôtel Ritz par une sortie arrière pour éviter les paparazzis. Au volant se trouvait Henry Paul, le chef de la sécurité de l'hôtel. Il avait l'air calme sur les caméras de surveillance, stable, concentré. Mais les rapports toxicologiques ont affirmé plus tard qu'il dépassait de 3 fois la limite légale d'alcoolémie. Des témoins sur la route ont vu un flash blanc aveuglant quelques secondes avant que la Mercedes ne perde le contrôle et ne percute le 13e pilier du tunnel de l'Alma. Était-ce une caméra? Une distraction mise en scène? Cette question n'a jamais reçu de réponse officielle. Puis est venu le retard. L'ambulance a mis plus d'1 heure pour atteindre un hôpital situé à moins de 8 km/m. Diana était encore vivante après l'accident. C'est un fait. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas été emmenée d'urgence à l'établissement le plus proche? Pourquoi le détour? Pourquoi la lenteur? Les autorités françaises et britanniques ont clos l'affaire en moins de 2 ans. Mais elles n'ont jamais pleinement expliqué ces éléments manquants. Pour des millions de personnes, l'accident n'était pas qu'un tragique accident. C'était le piège parfait. Et le tunnel, semble-t-il, recèle encore plus de secrets que de réponses. L'étrange silence de Charles après les faits. Lorsque la nouvelle de la mort de Diana a éclaté, le monde a réagi instantanément. Les personnes en deuil ont envahi les rues. Les caméras ont tourné sans arrêt, mais le prince Charles est resté silencieux. Pendant plus de 14 heures, il n'a publié aucune déclaration publique, aucun commentaire, aucune apparition, rien. Selon le personnel royal, Charles ne se souciait pas du public. Il se concentrait sur la récupération. Sa priorité, selon eux, était de se rendre à Paris par avion et de récupérer le corps de Diana aussi rapidement et discrètement que possible. À son arrivée, les personnes présentes ont déclaré qu'il paraissait froid, voire mécanique. Aucune émotion visible, aucun moment de réflexion. De retour à Londres, son équipe s'est efforcée de gérer la réponse des médias. Le personnel a reçu pour instruction de maintenir des opérations internes calmes. Les émissions d'information ont été évitées. Il a été demandé aux hauts fonctionnaires de ne pas partager leurs réactions personnelles. Tout était une question d'image, de contrôle. Certaines personnes proches de Charles à l'époque disent qu'il n'était pas sans cœur. Il était insensible. Mais d'autres estiment que le silence en disait long. Pourquoi le futur roi ne s'adresserait-il pas au peuple? Pourquoi aucun hommage? Pourquoi aucun deuil? Même la reine Élisabeth a été poussée à dire quelque chose après l'indignation croissante du public. Mais le mal était fait. Et le seul homme qui aurait pu parler en premier ne l'a pas fait. Ce silence, pour beaucoup, résonne encore plus fort que les mots. Les années de culpabilité silencieuse et d'isolement de Camilla. Alors que Charles continuait à assumer ses fonctions royales, le monde de Camilla est devenu plus silencieux et plus lourd. En apparence, elle restait calme, la future reine consort. Mais derrière les portes du palais, Camilla a commencé à s'effondrer. En 2007, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Diana, Camilla a annulé de manière inattendue toutes ses apparitions publiques. À l'époque, les sources du palais ont invoqué des problèmes de santé, mais ses amis disent le contraire. L'un d'eux se souvient qu'elle a dit « Chaque jour où je porte cette couronne, je porte son ombre ». Sa santé s'est visiblement détériorée entre 2010 et 2012. Elle s'est retirée plus souvent, a assisté à moins d'événements. Des séances de thérapie privée ont été discrètement organisées dans le Wiltshire, puis à Balmoral. Le personnel a reçu pour instruction de protéger sa vie privée à tout prix. Une source proche de Camilla a partagé une citation stupéfiante. « Je n'ai pas signé pour ça. Je ne voulais pas qu'elle meure. Ce n'était pas une confession, mais ce n'était pas non plus un démenti. C'était la voix de quelqu'un qui portait un fardeau qu'aucun titre ne pouvait alléger. » Pendant des années, Camilla a travaillé à remodeler son image.
L'autre femme devenue reine, mais certaines cicatrices ne se sont jamais complètement refermées, et son silence, même maintenant, en dit plus que n'importe quel communiqué de presse royal ne pourrait jamais le faire. La question demeure, était-ce de la culpabilité, du chagrin ou quelque chose d'entièrement différent? Le plan secret de Charles et Camilla pour stabiliser la monarchie. Au milieu des années 90, la maison de Windsor était en crise. Le mariage de conte de fées de Charles et Diana s'était officiellement terminé par un divorce. Le public avait pris le parti de Diana. Son influence mondiale avait explosé, non seulement en tant que princesse, mais aussi en tant qu'icône humanitaire. Pendant ce temps, la réputation de Charles avait subi un sérieux revers. Et Camilla, elle est restée à l'écart des projecteurs, qualifiée d'autre femme par un public britannique furieux. Mais alors que le public se concentrait sur les gros titres des tabloïds, quelque chose de bien plus stratégique se tramait derrière les portes du palais. Selon d'anciens courtisans royaux et des correspondants ayant fait des révélations, une série de réunions confidentielles ont eu lieu au début de 1996, loin des yeux de la presse. Parmi les personnes présentes figuraient les meilleurs consultants en images, des experts juridiques, des secrétaires du palais et, plus alarmant encore, des contacts présumés ayant des liens avec les services de renseignement britanniques. Les réunions auraient porté sur un thème urgent. La popularité croissante de Diana et la menace existentielle qu'elle représentait pour la stabilité à long terme de la monarchie. Un conseiller principal aurait dit directement à Charles « La couronne ne vous appartient plus aux yeux du public. Elle est à elle. » Une équipe de gestion de la réputation de haut niveau aurait été formée. Sa mission était de restaurer l'image de Charles et de préparer le public à l'acceptation éventuelle de Camilla. Un plan étape par étape a été conçu, un plan qui se déroulerait lentement au fil des ans et seulement si Diana ne faisait plus partie du récit. La phrase la plus glaçante qui est ressortie de ces discussions. « Vous serez reine, mais pas encore. » L'implication était subtile mais sinistre. Il ne pouvait y avoir de véritable réhabilitation de Camilla tant que Diana vivait dans l'imaginaire collectif. Il a été demandé à Camilla de disparaître de la vue. Pas de photos, pas de déclaration, pas d'apparition publique. Elle devait attendre tranquillement dans les coulisses jusqu'à ce que le moment soit venu. Puis, quelques mois plus tard, Diana est morte dans ce tunnel parisien. Et comme sur des roulettes, tout a changé. En quelques jours, la couverture des tabloïds britanniques a commencé à s'adoucir envers Camilla. Les bureaux de presse royaux ont lentement alimenté des histoires sur son travail caritatif, son dévouement à Charles, sa dignité tranquille. Des photos de paparazzi du couple ensemble ont été publiées, pas de manière agressive, mais avec précaution. Une campagne de charme calculée a commencé à remodeler la perception du public centimètre par centimètre. En 1999, la maîtresse autrefois méprisée était désormais qualifiée de partenaire incomprise. En 2005, elle a épousé le futur roi et finalement, elle a été couronnée reine. Pour certains, le timing de tout cela était profondément troublant. Diana meurt et Camilla s'élève. Trop harmonieux, trop stratégique, trop commode. Et la question qui plane encore en chuchotement dans les couloirs royaux est la suivante. Était-ce vraiment une question de destin? Ou était-ce un plan exécuté de longue date déguisé en destin? Les dénonciateurs du MI6 et la théorie du piège du tunnel. En 1998, un an seulement après la mort de Diana, l'ancien officier du MI6, Richard Tomlinson, a lâché une bombe qui allait se répercuter dans les cercles de conspiration pendant des décennies. Dans une déclaration sous serment public et des interviews télévisées, il a affirmé que des agents des renseignements britanniques avaient activement surveillé Diana à Paris la nuit de son accident mortel. Et pire encore, que la méthode utilisée pour orchestrer sa mort correspondait à un plan qu'il avait déjà vu auparavant. Selon Tomlinson, il existait une stratégie connue utilisée dans les assassinats secrets à travers l'Europe de l'Est. La formule « un flash de lumière aveuglant à l'intérieur d'un tunnel »
Une panne mécanique mise en scène, suivie d'un accident qui apparaît comme accidentel. Il a déclaré que les similitudes avec l'accident de Diana étaient trop précises pour être ignorées. Ces affirmations ont fait sensation, mais pas seulement pour leur contenu. C'est la réponse qui a soulevé le plus de sourcils. Les autorités britanniques et françaises ont immédiatement rejeté sa déclaration comme une fiction. Ils l'ont qualifié d'instable, ont discrédité son témoignage et ont rapidement enfermé tous les documents de renseignement liés à l'accident scellés pendant 75 ans. Voici pourquoi un tel secret. Tomlinson n'était pas seul. Au fil du temps, d'autres voix se sont jointes à lui, d'anciens agents de sécurité français, des ambulanciers et du personnel hôtelier, tous soulignant des incohérences dans l'histoire officielle. Pourquoi les caméras de surveillance à l'intérieur du tunnel de l'Alma ont-elles cessé de fonctionner quelques minutes avant l'accident? Pourquoi le taux d'alcoolémie d'Henry Paul était-il si élevé alors que son comportement avant la conduite ne montrait aucun signe d'intoxication? Et pourquoi l'ambulance de Diana a-t-elle été conduite si lentement sans urgence médicale? Plus effrayant encore, Tomlinson lui-même est mort dans des circonstances suspectes dans une chambre d'hôtel en 2009. Les autorités ont conclu au suicide, mais ses amis disent qu'il était devenu paranoïaque, qu'il pensait être suivi, surveillé, qu'il craignait d'en avoir trop dit. Néanmoins, la théorie a explosé en ligne. Forums, podcasts, livres et documentaires sont tous revenus au même point. Le tunnel de l'Alma n'était pas qu'un lieu, c'était un piège. Et Diana n'a jamais eu la moindre chance. À ce jour, beaucoup pensent que l'accident a été mis en scène avec une précision experte et que les personnes qui en sont à l'origine se promènent toujours en liberté, protégées par le pouvoir, le titre et le temps. La vraie question maintenant est de savoir si nous connaîtrons un jour toute la vérité. Ou a-t-elle déjà été enterrée derrière les murs du palais et des dossiers classifiés, à jamais hors de portée? Réaction du public, doutes mondiaux, et que se passe-t-il maintenant? Plus de 25 ans se sont écoulés, mais la mort de la princesse Diana refuse toujours de reposer. Pas dans les médias, pas dans l'esprit du public, et certainement pas dans le cœur des millions de personnes qui croient encore que ce n'était pas un accident. Les sondages montrent que plus de 60% des Britanniques pensent qu'il y avait plus à l'accident. Partout dans le monde, ce chiffre est encore plus élevé. Et après la prétendue confession de la reine Camilla, en 2024, tout a explosé à nouveau. Il a fait en sorte que cela arrive a été une tendance mondiale pendant des heures. Les présentateurs de nouvelles l'ont rediffusé. Les podcasts l'ont analysé. Les analystes ont débattu de toutes les significations possibles. Les théories sont revenues en force. Parlait-elle de Charles, du MI6, d'un conseiller royal ou de tous? Le palais n'a jamais répondu. Pas une seule fois. Pas même pour le nier. Pendant ce temps d'impasse, les journalistes ont recommencé à creuser. Les équipes de tournage de documentaires sont retournées à Paris. De nouvelles fuites, des tuyaux anonymes et des images inédites ont commencé à faire surface. Et en coulisses, une revendication n'a cessé de se faire entendre. Ouvrez les dossiers scellés. Jusqu'à présent, les deux gouvernements restent silencieux, mais la pression monte. Même d'anciens députés se sont joints à l'appel pour déclassifier l'intégralité de l'enquête. Ce qui se passera ensuite dépend de ce qui ou de qui sera découvert. Mais une chose est certaine, la vérité sur la mort de Diana n'est pas enterrée. Elle est juste enfermée. Et maintenant, le monde veut la clé. Si la confession de Camilla est vraie, l'héritage royal risque de ne jamais s'en remettre. Quoi d'autre a été caché? Et qui prendra la parole ensuite? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Aimez, partagez et abonnez-vous, car cette histoire est loin d'être terminée. La vérité sur Diana ne fait que commencer à faire surface.